c'est bien évidemment le Covid-19. Que va-t-il se passer le 15 décembre? Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs. On va en débattre avec de nouveaux invités qui vont me rejoindre dans un instant. Auparavant, on essaie de faire le point sur la situation qui est presque aussi angoissante que le Covid-19 parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et on ne sait pas encore moins ce qui va se passer après-demain. Regardez. Encore une semaine à attendre. 7 jours à vivre au ralenti. Avant la seconde étape du déconfinement, promise le 15 décembre prochain. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Mais l'objectif était peut-être trop optimiste. L'hiver arrive et avec lui, les mauvaises nouvelles. Malgré tous nos efforts, collectifs et individuels, nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique. Alors que personne ne l'attendait, le directeur général de la Santé a convoqué hier, à la hâte, une conférence de presse. Les chiffres ne sont pas bons. En ce qui concerne l'objectif des 5000 contaminations, il est difficile de prévoir l'évolution, mais si les conditions actuelles se poursuivent, il sera effectivement très difficile d'atteindre cet objectif. Ce qui est important à retenir, c'est que nous avons fait de très gros efforts et nous pouvons remercier l'ensemble des Français pour ces efforts collectifs et ces efforts individuels. On peut observer aussi que nos voisins qui sont aussi touchés, voire plus touchés que nous, sont évidemment très préoccupés, qu'ils maintiennent ou qu'ils renforcent les mesures de freinage. Les mesures qui seront prises en temps utile avec l'ensemble des éléments disponibles. Traduction, bravo pour vos efforts, mais le virus est plus fort. Au cœur des inquiétudes, la courbe quotidienne des nouveaux cas Covid. Après une forte baisse, elle stagne à nouveau et devrait rester au-dessus des 5000 cas quotidiens à la date du 15 décembre. Entre 6600 et 8000 cas selon les estimations. Les chiffres pourraient donc déjouer la mise du président, dévoilée le 24 novembre dernier, devant 29 millions de téléspectateurs. Son pari, permettre aux Français de fêter Noël en famille, malgré l'épidémie. Les fêtes de fin d'année font craindre que des contaminations importantes intrafamiliales aient lieu, comme cela a été observé lors des fêtes de Thanksgiving au Canada puis aux États-Unis. Et donc je passe un message très clair de prévention, de prudence, un appel au bon sens et à la protection renforcée des personnes les plus fragiles, de nos proches, de nos aînés. Après la mise en garde du directeur général de la Santé, la fin de l'année s'écrit désormais en pointillé. Alors avec moi sur ce plateau pour en débattre, Benjamin Cauchy est toujours là, Ilana Wasserstein nous a rejoint, bonjour, merci d'être là. Vous êtes psychologue et on va parler de l'état psychologique des Français avec ces incertitudes en particulier sur l'avenir. Valérie Gomez-Bassac, bonjour, merci également d'être là. Vous êtes députée La République En Marche du Var et puis docteur Myriam Delomény, bonjour, vous êtes chirurgien, cancérologue à l'Institut français du sein et on va parler des chiffres qui ont été publiés hier qui sont assez inquiétants sur le manque de prise en charge de personnes atteintes du cancer. On va en parler dans un instant. Auparavant, je voudrais qu'on soit en direct avec le docteur Mathieu Calafiore. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste, on vous connaît bien. Bonjour. J'avais envie de savoir quel était votre regard à vous qui êtes sur le terrain au quotidien sur la situation. Parce qu'on a du mal à comprendre. Hier, moi, j'ai regardé par exemple sur CNews chez Laurence Ferrari, il y avait le professeur Hanan qu'on a revu tout à l'heure qui disait mais arrêtons de nous affoler, la situation n'est pas dramatique. Après, j'écoute Jérôme Salomon qui dit oh là là, attention, il faut faire attention, la situation est en train de s'aggraver. Vous, quelle est votre perception à vous sur la situation ? On est en train de reproduire exactement le même schéma qu'au mois de septembre, quand on ne regarde que par la lorgnette des hospitalisations et notamment des hospitalisations en réa. La tension dans les services hospitaliers et en réanimation a diminué, donc il y a moins de pression dans les services hospitaliers et tant mieux. Ce sont les effets du deuxième confinement. Mais on est en train de se dire, regardez, ça va mieux à l'hôpital, donc tout va bien, on peut lever les mesures, on peut vivre normalement. Non, en ville,
il y a toujours une circulation du virus, une circulation qui est importante. Et donc, si on lâche un petit peu trop la pression là maintenant en ville, eh bien, ça voudra dire que dans 2 à 3 semaines, on aura de nouveau une réascension des hospitalisations et des hospitalisations en réa. On n'est pas redescendu au niveau du mois de mai en termes de nombre de cas à l'hôpital, en réanimation et en ville. Votre sujet le disait bien, on est sur un plateau qui est très élevé, c'est-à-dire que le virus circule encore activement et on le voit, nous, moi en tout cas en médecine générale en ville, je vois encore tous les jours des patients qui sont infectés par le coronavirus. Alors, pas forcément des formes graves. On sait que le virus n'est pas devenu plus méchant là maintenant qu'il ne l'était auparavant, mais une proportion de patients va malheureusement devoir être hospitalisée et une autre proportion finira en réa. Donc, si on lâche la bride là maintenant, on risque de revoir ce qu'on a vu, c'est-à-dire, septembre, début octobre, une réascension des cas qui va nous amener à une situation qui fera que le réveillon de Noël et de Nouvel An va être très propice à la circulation du virus, avec un nombre de personnes qui sera contaminé de façon assez importante. Et voilà, les fêtes de fin d'année, si c'est comme Thanksgiving aux États-Unis ou au Canada, on va être dans des milieux fermés, on va être à l'intérieur des maisons, on va enlever les masques parce qu'on va manger forcément. Et donc là, il y a un risque vraiment très important de contamination. Donc ne baissons pas les bras maintenant. Excusez-moi, docteur Mathieu Calafiore, mais je vais vous poser la question très directement parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le président de la République a mis la barre à 5000 cas de contamination par jour. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y en ait 5000, 6000, 7000 ou 8000 ? Ce qui compte, c'est les hospitalisations. C'est ce chiffre-là. Parce qu'au départ, vous dites, ah ben non, il ne faut pas se concentrer là-dessus. C'est ce chiffre-là qui compte. S'il y a 10 000 personnes contaminées et qu'elles vont bien, qu'elles sont asymptomatiques et qu'elles vont bien, on s'en fout. Le souci, Jean-Marc, c'est que on sait... Grosso modo, là, à l'heure actuelle, les chiffres montrent que la létalité, c'est-à-dire la mortalité liée au coronavirus est de l'ordre de 0,5% à peu près en France. C'est-à-dire que 0,5% de l'ensemble des cas va décéder du coronavirus. 0,5% d'un petit nombre, ça ne fera pas grand-chose. Ça fera toujours trop, mais ça ne fera pas grand-chose. Si on a un nombre de cas contaminés qui augmente, on va avoir un nombre de décès qui va augmenter. Mais il faut surtout penser à une chose, c'est qu'on a une espèce de temps de latence. On a un retard avec le coronavirus. Ce retard qui est quoi ? Qui est entre le moment où on se fait contaminer et le moment où on a une répercussion sur le nombre d'hospitalisations et le nombre d'hospitalisations réa, il y a un décalage de 2 à 3 semaines. Donc si la situation va bien maintenant, à l'hôpital, c'est parce qu'il y a 2 à 3 semaines, on a pris des mesures qui ont permis d'en arriver là. Si on lâche la bride là maintenant, dans 2 à 3 semaines, on sera retourné avec une réascension du nombre d'hospitalisations et du nombre d'hospitalisations réa. Il faut vraiment penser toujours ce décalage. Quand on regarde les chiffres à un instant donné, eh bien, ce qu'on va faire là maintenant aura un impact 2 à 3 semaines après. Merci beaucoup, docteur Mathieu Calafiore. Merci d'avoir été en direct avec nous. Valérie Gomez-Bassa, qu'est-ce que vous comprenez que les Français, aujourd'hui, commencent à être un peu fatigués, épuisés ? Alors, il y a bien sûr le virus, il y a bien sûr le poids, mais on est surtout fatigué de ne pas savoir où on va. Et d'avoir des changements perpétuels. On va en parler avec Ilana Wasserstein dans un instant, mais surtout, on est fatigué de ne pas savoir où on va dans 10 jours, de ne pas savoir où on va dans 15 jours. Est-ce qu'on ne peut pas, pour une fois, avoir une ligne directrice, savoir où on va, comment on y va? J'aimerais vous dire oui, mais je vais vous répondre non. Je vais vous répondre non parce que je crois que le docteur a tout dit, c'est-à-dire qu'il y a une évolution à chaque fois, il y a un temps de latence et donc on ne peut pas savoir la propagation, à quelle puissance elle va être dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Donc forcément, et je l'assume. Mais regardez, c'est terrible pour les fêtes. Pour les fêtes, c'est terrible. Les gens ne savent pas s'ils doivent réserver, s'ils ne doivent pas réserver, s'ils vont pouvoir passer les fêtes en famille ou pas. C'est terrible psychologiquement. C'est terrible et puis on le vit tous. Moi aussi, je le vis en tant que citoyenne, mais il faut trouver toujours cet équilibre entre le sanitaire, le bien-être des Français, parce que tout le monde en a marre, et je ne vais pas vous dire le contraire, on a envie de revoir nos familles, nos amis. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au moins Noël, il y aura les regroupements familiaux possibles, parce que tout le monde en a besoin, mais il y a un risque, c'est que si derrière on permet le jour de l'an, qu'est-ce qui se passe ? On va déplacer le virus, parce qu'il va y avoir des contaminations en famille, enfin vous êtes peut-être mieux placé que moi pour le dire, mais c'est surtout que le 31, on ne voit pas les mêmes personnes.
personne. Donc on va le partager avec d'autres. Et après, on reprend le boulot. Donc on va encore le partager avec d'autres. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc moi, j'ai envie de dire, pourvu que Noël se passe et puisse se passer en famille, mais après, il faudra peut-être encore prendre des décisions drastiques. Et Ilana Wasserstein, on voit que l'état de santé psychologique de la population est compliqué. Comment vivre avec cette incertitude permanente? On n'a jamais vécu comme ça. En tout cas, on est nous des générations, on n'a jamais vécu avec le fait de ne pas savoir ce qu'on pourra faire dans 15 jours, avec le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas voir ses proches. On ne l'a jamais connu. Oui, finalement, c'est comme si c'était un petit peu comme une guerre civile. Qu'on n'a jamais connu dans notre génération. Dans notre génération. Et donc, cette forme de combativité, ça met les gens, en fait, dans un état d'hypervigilance permanente. Et cet état d'hypervigilance, c'est un stress avec une sécrétion de cortisol tellement importante. Et on sait bien que trop de cortisol engendre des symptômes de dépression. Donc, au départ, on a eu des gens qui avaient plutôt des crises de panique, avec des montées de stress et des pics aigus très importants. Mais maintenant, on se retrouve avec des gens qui ont une anxiété généralisée. Donc, on arrive à des décompensations psychiques très importantes. Et comment on peut lutter contre ça? Parce qu'on n'arrive même pas à nous rassurer. Il y a quelqu'un qui nous a rassurés, c'est le président de la République, honnêtement. Quand il est venu à la télévision, il a eu un discours qui était plutôt clair, qui était plutôt sensé. Il a montré une voie qui était claire. Mais derrière, quand on voit ce qui se passe, on s'aperçoit qu'au fond, on est en train de revenir, on est en train de changer. Et donc, on se dit, finalement, on a eu cette voie qui était claire et sensée, mais derrière, ça ne suit pas. Donc, on écoute qui? On croit qui? Alors justement, je vous dirais ce que je dis à mes patients, c'est qu'en fait, le bonheur, c'est comme si c'était un état d'esprit. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. J'imagine que j'ai une petite bougie à l'intérieur et que cette petite bougie, je fais en sorte qu'elle reste allumée. Mais ça dépend de moi. Si ça dépend de l'environnement extérieur, dès qu'il y a la moindre brise de vent, le tonnerre, hop, elle s'éteint. Donc si je suis ce qui se dit, je suis en permanence dans cet ascenseur émotionnel. Exactement. Donc en fait, ça ne fait qu'engendrer mon stress, puisque de toute façon, je peux me raccrocher à n'importe quoi pour déclencher mon stress. Oui, mais regardez, là, par exemple, les fêtes de fin d'année, on sait que c'est important pour beaucoup de gens. Les fêtes de Noël, c'est important. On se dit tous, on va retrouver notre famille, on est content. On va aller en province, parce qu'il y a beaucoup de gens de province aussi. On va aller voir notre famille. Et là, tout à coup, on dit, ah oui, mais attention, on ne sait pas si ça va se faire. Comment vous voulez construire avec ça? Quelle est la logique? Mais votre bougie, elle s'éteint. Oui, mais quelle est la logique, justement, à être confiné, et puis tout d'un coup, parce que c'est Noël, on va être déconfiné? On nous autorise à être à 6. Pourquoi 6? Pourquoi pas 8? Et pourquoi pas 4? Oui, mais donc on ne comprend rien. Et donc on ne peut pas réagir intelligemment, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire qu'on aurait peut-être pu aller à quelque chose de presque plus drastique en nous disant qu'on allait être confiné pendant plus de temps pour au moins avoir un temps pour se préparer. Parce que justement, ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir et d'être remis en cause comme ça en permanence. Oui, parce que moi, je préférais avoir de bonnes surprises. Alors ça, c'est peut-être ma façon de fonctionner à moi. Mais moi, j'aurais préféré, comme disent, vous êtes confiné jusqu'au 15 janvier et rien ne va changer. Et puis qu'on vienne me dire, écoutez, bon, c'est en train de s'arranger. Finalement, pour Noël, ça va être bon. Or là, c'est le contraire qu'on nous fait. Exactement. On nous dit, ah, mais vous allez voir, Noël, ça va se faire. Et puis on vient de dire, ah, mais peut-être pas. Donc, en fait, je pense qu'il y a peut-être dans la communication, de la façon de parler aux gens, il faut s'intéresser à leur psychologie aussi. Voilà, on a envie de leur donner un discours un peu plus équilibré, un peu plus diplomate pour essayer d'arranger tout le monde. Mais finalement, en ne tranchant pas, ça engendre beaucoup plus de conséquences. Regardez ce reportage justement sur les Français qui, eux, ont déjà décidé de se déconfiner. C'est un peu le sentiment qu'on a parce que certains ont décidé de dire, bon, puisque c'est comme ça, puisque ça va, ça vient, nous, on a décidé de recommencer à vivre. Les Français sortent nettement plus de chez eux que lors du premier confinement. En mars-avril, les trajets avaient baissé de 80% selon les données d'Apple, tandis qu'au mois de novembre, la chute est bien plus limitée. En moyenne, moins 20% pour les transports en commun, moins 29% pour les trajets effectués en voiture et moins 37% pour les déplacements à pied. S'il y a eu un vrai freinage des sorties après les vacances de la Toussaint, de l'ordre de moins 50 à moins 60%, depuis plus de 3 semaines, les Français se déconfinent. Les déplacements repartent à la hausse, un phénomène qui s'est encore accéléré le 28 novembre avec la réouverture des commerces non essentiels. Depuis cette date, les trajets des Parisiens et des Lyonnais, autres qu'en voiture, ont doublé. Du côté des sportifs, le fabricant français de montres connectées Whitings n'a jamais décompté autant de joggers, des joggers qui ont même allongé leur temps de sortie. Benjamin Cauchy, vous les comprenez, ces Français qui se déconfinent parce qu'ils n'en peuvent plus?
Je ne partage pas, mais je les comprends. Je les comprends. Moi, ce que j'aimerais, c'est que M. Salomon, M. Véran, le soir, donnent un autre chiffre. Celui du nombre d'appels par jour au centre d'appel d'aide psychologique. Et que tous les soirs, on dise il y a 3850 hospitalisations. Et encore ce soir, il y a eu 20 000 cas positifs de détresse psychologique. Et ça sert à quoi? Parce que ça vous servira à quoi? Mais clairement, il faut... À part à déprimer encore plus les Français? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est certainement pour que... S'il donnait ce chiffre, ça voudrait dire que le gouvernement tient en considération 3 choses. La première, c'est effectivement la difficulté de maîtrise de ce virus. Et pour le coup, je ne reproche rien au président de la République, si ce n'est d'être l'héritier de gouvernements successifs qui ont réduit la capacité hospitalière de notre pays. D'accord ? Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais la deuxième chose qu'il essaye de faire, c'est une sauvegarde économique. Pour le coup, je suis plutôt dubitatif. Et la troisième chose, c'est quand même la sauvegarde de la santé mentale de nos Français. 21% de dépressifs. Il y a, j'ai pris des notes parce que je ne connais pas par cœur, Nicolas Franck, qui est psychiatre au CHU de Vinatier à Bron, qui disait clairement que la santé mentale est une dimension importante de la crise, que l'on doit écouter de façon structurée la population, renforcer le budget de ces structures mentales, et enfin, former davantage de psychiatres. Là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort et d'important que le gouvernement devrait prendre à bras-le-corps, sinon on ne va pas y arriver. Parce que l'isolement social, les conséquences psychologiques, y compris, on en parlait hors plateau, sur les enfants, on se rend compte que c'est très compliqué. Et quand on analyse qu'est-ce qui rend le plus anxieux les Français, ce n'est pas la peur. Dixit, l'étude Covid-Prev de Santé publique France, ce n'est pas le fait de risquer d'attraper le virus, mais c'est l'isolement et le confinement qui rend anxieux les Français. Alors justement, Ilana, puisque vous êtes psychologue, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement prend assez en compte les problèmes psychologiques? Ensuite, Madame la députée répondra. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une des données qui est prise en compte ou pas vraiment? Parce qu'en même temps, il y a tellement de chantiers que c'est compliqué. Malheureusement, je vais vous dire non. J'ai l'impression qu'on prend en charge... à partir du moment où les gens vont rentrer en hôpital psychiatrique, on nous parle, oui, effectivement, d'une prise en charge avec des médicaments, mais on pourrait travailler en amont. Mais aujourd'hui, avec ce Covid, est-ce que le gouvernement met des mesures, met assez de choses? Absolument pas. On pourrait prendre en charge une partie, par exemple, des psychothérapies et permettre aux gens un avancement avec de l'hypnose ou avec de la relaxation, avec de la méditation. On sait très bien que le but, en fait, c'est de réduire le niveau d'anxiété. Donc tout est bon pour réduire le niveau d'anxiété. Ça peut être effectivement de faire un jogging, mais pour d'autres, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'hypnose, travailler sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos comportements. Donc les gens, malheureusement, en psychothérapie, ça reste un soin de luxe. Et les gens ne peuvent pas tous en bénéficier. Valérie Gomez-Bassac, vous voulez répondre là-dessus? Ensuite, on parlera du problème du cancer. Je veux bien, je veux répondre à plusieurs choses. Tout d'abord, tout à l'heure, lorsque vous disiez qu'on entretient le stress, finalement, avec des décisions qui varient, ça, je l'entends. Mais je pense vraiment qu'il y a une nécessité, en dehors de tout débat politique, il y a une nécessité à faire varier ces décisions parce qu'il y a aussi une réalité économique. Quand on empêche un commerçant d'ouvrir à cause de ces décisions, derrière, il y a une famille, il y a des enfants, etc., qui voient le stress des parents. Donc oui, on relâche d'un côté un peu parce que c'est pour le bien économique, mais aussi pour le bien de chacun, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que, encore une fois, la propagation du virus soit très rapide. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a un impact psychologique qui est pris en compte par le gouvernement? Psychologique, oui, ce matin, j'étais avec le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski qui me disait justement que, par exemple, au niveau du travail, ils ont mis en place un numéro vert avec des plateformes de psychologues et de psychiatres, justement, pour aider, mais ça ne buzz pas dessus, c'est-à-dire que les gens, souvent, ne le savent pas. Et c'est un peu dommage, parce que ça a été mis en place, ce sont des moyens financiers qui ont été mis sur la table, pareil au niveau des étudiants. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais on n'en parle pas assez. On ne nous donne pas l'occasion d'en parler assez. Alors justement, on va parler d'un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est avec le docteur Myriam Delomeni. Je voulais que vous soyez là aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chirurgien cancérologue à l'Institut français du sein, parce qu'on a eu hier des chiffres assez inquiétants qui ont été publiés avec le nombre de victimes du cancer qui pourrait augmenter très fortement. Et on parle de milliers de victimes supplémentaires dans les années qui viennent à cause du manque de prise en charge. Vous pouvez nous expliquer quel est le problème et en quoi c'est lié au Covid? En fait, déjà, je voulais, d'un point de vue, juste pour rebondir à ce qu'on vient de dire très très rapidement pour ne pas allonger le débat, en tant que médecin, nous, je pense que la chose essentielle, et on voit que la chose qui marche pour réduire les cas de Covid, c'est le confinement, c'est les mesures barrières, etc. D'un autre côté, on sent bien que quel que soit le gouvernement, quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient, on est toujours dans cette balance
entre l'aspect psychologique des gens, l'aspect économique, où en tant qu'individu, moi-même, j'aurais envie d'aller au théâtre, de voir ma famille, et à la fois, on sait très bien que pour éviter la contamination, on n'a pas le choix, il faut confiner. Et donc c'est cette balance-là où on est dans une situation tellement inédite que bien évidemment, personne n'a la réponse, personne n'a la solution. Maintenant, juste pour revenir à mon domaine d'activité, en effet, qui est le cancer, ces chiffres-là sont extrêmement intéressants. Ils sont issus d'un algorithme mathématique, c'est des estimations, mais qui nous semblent complètement réalistes, en tout cas, nous, d'un point de vue subjectif sur notre activité du quotidien. Ça avait été des cris d'alerte lancé par pas mal de personnes faisant des activités de cancérologie. Alors, je vais parler de la cancérologie, mais ça marche totalement pour les maladies chroniques. Je voudrais redonner les chiffres. On parle de 1000 à 6000 morts supplémentaires les prochaines années. Et donc, les études ont montré une augmentation de 2 à 5% de la mortalité liée au retard de prise en charge sur le nombre de cancers. Et donc, ça correspond à 160 000 personnes décèdent d'un cancer, tout cancer compris par an en France. Donc 2 à 5%, ça correspond exactement à ces chiffres-là. Donc ça veut dire, pour être très concret, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, ça veut dire qu'en fait, à cause de la Covid, parce que les gens ont peur de sortir, les gens ont peur d'aller dans les hôpitaux, les gens ne se font pas dépister, ne se font pas soigner du cancer. Exactement. C'est ça, pour être très clair. Exactement. En fait, ce qui s'est passé essentiellement pendant le premier confinement, une situation inédite qui a fait extrêmement peur, avec un arrêt total de toute autre activité, où tout le monde s'est consacré exclusivement au Covid. Donc, ce retard-là, il est lié à plusieurs facteurs. Des facteurs individuels où les personnes se sont confinées à la campagne, à la mer, etc. On sait très bien que quand on est confiné dans des situations comme celle-là, on ne pense pas au dépistage. On le voit très bien dans notre quotidien. Les vacances de Noël, les vacances d'été, on ne fait pas sa mammographie, on ne fait pas le dépistage du cancer. Deuxième épisode également, des personnes qui ont été, et là Ilana le décrivait très très bien, qui ont peur. Une psychose du Covid, une psychose de se dire, si je sors de chez moi, j'ai un risque d'être contaminé. J'ai peur d'aller à l'hôpital, j'ai peur d'aller chez le médecin, parce que peut-être que j'ai un risque d'être contaminé par le Covid. Et on a eu aussi un troisième phénomène qui nous a un petit peu surpris, qui était des personnes qui nous disaient, écoutez docteur, vous êtes suffisamment occupé avec le Covid, on ne veut pas vous déranger plus que ça. Notre dépistage attendra. On voit bien que la situation dans les hôpitaux, c'est la crise, etc. On va attendre. Et puis ensuite, il y a eu le déconfinement, juillet-août, où là, c'était le relâchement. En effet, comme on le disait, d'un point de vue psychologique, les gens avaient besoin de souffler, avaient besoin de faire autre chose, avaient besoin de partir en vacances et de se relâcher. On ne fait pas le traitement d'un cancer, on ne pense pas au dépistage à ce moment-là. Et donc, nous, on a eu l'impression de voir plutôt arriver en septembre-octobre, les gens ont enfin pensé un petit peu plus à eux, à la prise en charge d'une autre pathologie que le Covid, avec là des tumeurs. Alors nous, en ce qui nous concerne, le cancer du sein, plus grosses, plus importantes, parfois des atteintes des ganglions un petit peu plus importantes, des stades plus avancés. Avec soit en fait des moments où le dépistage venait d'être fait, a été retardé, ou au contraire des patientes qui avaient commencé à faire une mammographie avec des lésions suspectes, et puis le confinement est arrivé, les vacances sont arrivées, et donc on retardait la biopsie, on retardait les traitements. Comme je le disais, pour des raisons soit de peur, soit de vouloir faire autre chose. Et donc, il est vrai que ça explique totalement cette surmortalité qu'on va voir. Pour l'instant, on voit des cas... Ça veut dire qu'il y a eu des pertes de chance. Il y a eu des pertes de chance. Il y a eu des pertes de chance. Les stades sont maintenant découverts plus avancés. Donc, on les traite, bien sûr, maintenant, avec des traitements qui sont plus lourds que ce qu'ils auraient dû être, si on les avait découverts à un stade plus précoce. Et donc, en effet, je suis convaincue que dans 5 ans, on aura ces chiffres-là, parce que cette surmortalité, elle va être décalée dans le temps. Et on verra dans 5 ans, très probablement, par rapport au cancer, des cas de décès plus importants que s'ils avaient été pris en charge de manière plus précoce. Ça veut dire, docteur, que vous-même, parmi vos patients, vous avez vu des gens arriver qui auraient pu être soignés beaucoup mieux il y a 6 mois, il y a 7 mois, s'ils étaient venus. Exactement. Des personnes qui sont venues avec des mammographies, qui ont attendu, des biopsies qui ont attendu, et donc qui auraient pu être traitées beaucoup mieux il y a plus longtemps. On a eu l'impression, malgré tout, que même si au premier confinement, les activités se sont arrêtées, on a toujours essayé de privilégier la prise en charge du cancer. Mais peut-être que le message n'a pas été aussi bien reçu que ce qu'on pensait. Est-ce qu'il passe mieux pour cette deuxième vague ? Oui. Et mon impression est que pour cette deuxième vague, le message est mieux passé. Parce que justement, on est dans une période de second confinement qui est totalement différent du premier. Où les personnes viennent en consultation en étant beaucoup moins stressées, en se posant beaucoup moins de questions. Maintenant,
la majorité des patients ont accepté le fait de venir avec un masque, ont bien compris les mesures qui étaient prises en charge dans un hôpital, dans une clinique, avec des dépistages, des PCR Covid pour des patients qui sont hospitalisés, des mesures barrières. Et donc, on n'a pas du tout ressenti cette diminution d'activité. Le premier confinement, il y a eu jusqu'à moins 20% d'activité dans des centres qui prennent en charge le cancer. 20%, c'est énorme. Sachant que tous les ans, les statistiques montraient une augmentation de plus 4% de prise en charge des cas de cancer. Donc, ça veut dire qu'il y a eu tous ces cas-là qui ne sont pas venus consulter, qui n'ont pas été pris en charge. Il y avait des consultations qui étaient dépeuplés dans des centres qui prennent en charge le cancer, alors qu'il y a eu des consultations. On a participé à la prise en charge du Covid lors du premier confinement, mais on a toujours privilégié en urgence la prise en charge du cancer. Ce deuxième confinement, vu qu'on est dans un confinement différent du premier, un peu plus léger peut-être, si on peut dire, où on a vu très très bien dans le reportage que la population peut-être sort un peu plus dans la rue, va plus dans les magasins, donc trouve plus logique de venir voir le médecin, ont moins d'état d'âme, ont un peu moins de stress. Donc c'est vrai qu'on le ressent honnêtement un peu moins maintenant, mais je ne suis pas sûre que ça suffira à rattraper le retard qu'on a eu depuis plusieurs mois. Valérie Gomez-Bassac, c'est vrai qu'on parle beaucoup des enjeux liés au Covid, on parle des enjeux économiques, et là quand on entend le docteur Myriam Delomény, on se dit il va y avoir des conséquences pendant plusieurs années, à la fois sur notre système médical et à la fois sur notre santé psychique. Oui, bien sûr. Et puis ce que vous dites, moi je l'ai entendu sur le terrain, sur ma circonscription, où on me disait, où les médecins me disaient, mais en fait les gens ils ont peur de venir chez nous, mais on n'a personne dans les cabinets, quoi. Il n'y a personne dans les salles d'attente. Et c'est vrai que c'était surtout au premier confinement. Mais il est vrai qu'il y a eu tellement d'énergie, je pense, de la part des médecins et de tous pour faire face au Covid, qu'on se retrouve maintenant dans cette situation. Donc oui, je pense qu'il y aura des conséquences autres que le Covid, mais comment faire? Et d'où l'importance aussi de diminuer les hospitalisations, enfin de maintenir en tout cas le taux d'hospitalisation dans les hôpitaux pour permettre aussi de soigner les autres. Parce que si demain les cas de Covid explosent encore, on va encore se retrouver dans la situation, il faudra faire des choix de personnes à soigner. Donc c'est quand même à ça aussi que le ministre Véran ne veut pas arriver. Et Ilana Wasserstein, psychologue, c'est intéressant ce que disait le docteur, en particulier sur les réactions des gens. Ça m'a étonné quand vous m'avez dit, il y a des gens qui disent je ne suis pas venu vous voir pour ne pas vous déranger. Alors qu'en fait, c'est leur santé qui est en jeu. C'est des gens qui ont des cancers. Je ne viens pas vous voir pour ne pas vous déranger parce que vous êtes débordés avec la Covid. C'est intéressant, la psychologie des gens. Alors là, je dirais, dans une forme d'interprétation, peut-être d'un point de vue conscient, il parle avec le cœur, mais d'un point de vue inconscient, il redoute aussi peut-être les résultats des tests et que c'est une manière un peu c'est une excuse qu'ils se donnent à eux-mêmes pour ne pas avoir les résultats. Pour ne pas avoir les résultats. C'est possible. C'est vrai qu'on a eu des cas de patientes. C'est une période extrêmement compliquée pour la prise en charge des patients qui ont un cancer. Il y a déjà l'angoisse du Covid, avec en plus la découverte d'une pathologie grave et d'un cancer. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est une période extrêmement compliquée pour tout le monde, ça c'est indéniable. Oui, déjà, de manière générale, les gens redoutent d'aller faire le test parce qu'ils ont peur de découvrir un symptôme. Mais en plus, c'est renforcé avec le Covid. Alors, le gros problème dans les jours, les semaines, les mois à venir, c'est cette période de confinement où les gens sont en télétravail, où ils sont coupés de la sphère sociale. Et petit à petit, ils s'habituent comme ça à être un peu en ermite dans leur grotte, et ce qui va développer de plus en plus de phobie sociale. Et donc, ça devient la peur de sortir, en fait. Ça devient compliqué pour certains. C'est pas pour tous, mais pour une certaine partie de personnes qui ont un tempérament comme ça assez anxieux, ça devient compliqué de sortir. Juste un mot, et on va changer de sujet. Je voulais qu'on parle de l'impact que ça peut avoir sur les spectacles, sur les cinémas également, parce que le monde de la culture est en plein doute, bien évidemment, alors que les gérants de salles de spectacle voulaient être optimistes en se disant à partir du 15, cela va reprendre. Ça devient compliqué si le couvre-feu est renforcé. Reportage, et ensuite on sera avec le directeur d'un théâtre, Loïc Bonnet. La salle principale vient d'être rénovée, 200 000 € de travaux et aucun film sur la toile. Le directeur aimerait savoir quand il pourra rouvrir ses portes. Ici, la programmation des films pour les vacances de Noël est déjà prête. Les gens attendent vraiment, il y a un besoin de se changer les idées, il y a un besoin de venir au cinéma. Qu'est-ce qui va être annoncé d'ici la fin de la semaine par le gouvernement en termes de déconfinement comme mesure? On travaille à réouvrir dans la mesure du possible et ça va être compliqué. Le public sera bien au rendez-vous à la réouverture des salles. Il y a une grande attente dans la population, surtout pour la période des fêtes. On avait quand même respecté des gestes barrières. Je pense qu'on courait pas beaucoup de risques. Et on voit que beaucoup de gens vont dans les magasins, ils prennent beaucoup plus de risques que peut-être dans un cinéma. J'y allais de temps en temps et c'est un peu bête de les avoir fermés
pour ça, quoi. Donc ouvrez les cinémas, vraiment. Les cinémas de proximité survivent grâce aux aides publiques. Ici, malgré la crise, la mairie a misé sur la culture. En tout cas, nous sommes prêts à accueillir dans les différentes salles de spectacle, avec les conditions sanitaires très rigoureuses. En cas de fermeture prolongée, ce sera la double peine pour les salles. Les films pourraient être diffusés directement sur les plateformes de streaming, sans passer par les cinémas. Voilà, on voit les enjeux économiques et les enjeux psychologiques, Ilana, parce qu'on entendait quelqu'un qui disait mais les gens ont besoin de se détendre, ils ont besoin de sortir et pas de rester enfermés. Voilà justement la grosse différence entre le premier et le deuxième confinement. Dans le premier, on avait le droit à rien. Donc quelque part, les gens ont pris leur mal en patience. Ils se sont dit on va s'occuper avec nos propres ressources. On va puiser à l'intérieur de nous. Alors que finalement, dans ce deuxième confinement, je dirais que c'est un peu tout et un peu au petit bonheur la chance. Certains ont le droit de travailler, certains n'ont pas le droit de travailler. Certains sont en télétravail, d'autres pas. Et puis surtout, il n'y a pas de possibilité de ressources extérieures. Docteur Delomény, vous la sentez, vous, cette détresse psychologique des gens? Parce que déjà, quand on vient vous voir parce qu'on a un cancer, c'est compliqué, mais en plus, il y a tout le poids de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Vous sentez que c'est beaucoup plus compliqué pour les patients? C'est beaucoup plus compliqué. En fait, il y a plusieurs choses. Donc, il y avait eu la peur d'être contaminé. Donc, on a mis en place des téléconsultations, etc. Et il est vrai qu'on sent ce poids psychologique qui est surajouté par le contexte actuel. Comme on le disait également tout à l'heure, des patientes qui déjà sont stressées par les traitements qu'elles vont faire, que ce soit par exemple une chimiothérapie, une chirurgie, avec en plus ce stress pour les déplacements. Certaines me disent mais comment je vais faire? D'habitude je viens en transport en commun, là je suis pétrifiée, je ne peux pas aller faire ma chimiothérapie, j'ai déjà le stress de mon traitement, mais rien que le transport, d'aller à l'hôpital ou à la clinique, ça me... C'est stress sur stress en fait. C'est stress sur stress. Ouais. C'est en effet une période très compliquée, d'isolement aussi beaucoup, des patientes qui disent mais oui mais je suis loin de ma famille, je suis loin de mes proches, je me sens seule dans ce moment-là. Donc en fait, ça fait beaucoup de situations très pesantes en fait pour les patientes dans nos cas-là. Et c'est vrai que l'absence d'accompagnant aussi à l'hôpital, à la clinique, dans le contexte actuel, il n'y a pas d'accompagnant possible dans l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'une situation stressante, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore plus dur. Encore plus dur. Valérie Gomez-Bassac, je voudrais vous faire écouter un témoignage. C'est le témoignage d'un restaurateur à Marseille qui eux aussi n'en peuvent plus. Ils ont plaidé leur cause devant le Conseil d'État, vous le savez, pour une réouverture avant le 20 janvier. Une demande qui a été rejetée et visiblement, la décision ne passe pas. C'est un coup dur de plus. On va finir par s'habituer au coup dur jusqu'à ne plus exister, quoi. Et il est clair à un moment donné que moi je comprends mal le Conseil d'État qui considère que les restaurants sont dangereux et les cantines ne sont pas. C'est un peu compliqué, quoi. On nous a fermés, rouverts, on nous a mis des couvre-feux. Ici à Marseille, on en est au 3e confinement. Quelle est la feuille de route? Quelle est la feuille de route? Quelqu'un peut-il répondre sur une feuille de route établie depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui? On change les critères au milieu, on met le masque, on met pas le masque, on met du gel hydroalcoolique, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est où? Valérie Gomez-Bassac, vous avez envie de lui répondre? Oui, je vais répondre ce que je vous ai déjà répondu sur votre plateau, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi aux connaissances scientifiques, c'est-à-dire qu'au départ... Mais vous la comprenez, cette colère? Est-ce que vous la comprenez? Je vais pas refaire oui, on va pas refaire l'histoire. Vous la comprenez, cette colère? Mais bien sûr que je la comprends, mais bien sûr, mais quelle solution? Je veux dire, je vais dire quoi? Je vais dire oui, on réouvre tout, et puis tant pis, on s'immunise tout seul, et puis il y aura plein de morts. Non, ce discours, on peut pas l'avoir. Il y a une responsabilité politique, il y a une responsabilité individuelle, il y a une responsabilité collective aussi, mais bien sûr que ça me... Enfin, je veux dire, quand je vote les lois, ça me crève le cœur, parce que je sais tout ce qu'il y a derrière. Puis j'avais une vie avant, je travaillais aussi, donc je sais aussi tout l'impact qu'il y a. Mais comment faire? Il faut essayer de faire le moins pire possible. Je veux dire, on en est là quand même. Une phrase, Benjamin Cauchy, vous comprenez? Oui, bien sûr, je comprends la détresse des restaurateurs. Moi, ce que je comprends avec tous les professionnels de santé et vous, Madame la députée, c'est que finalement, le bénéfice-risque, qui est un mot à la mode, du confinement est quand même plutôt léger, puisqu'on voit qu'en termes d'impact sur les personnes victimes de cancer, sur les personnes qui sont victimes de dépression, par rapport également au suicide. On sait que pendant la période de confinement, il n'y a pas de suicide, mais après. Donc 0800 130 3x0, c'est le numéro d'appel. Et Jean-Marc, je vous invite à, par exemple, comme toutes les autres chaînes, à mettre le numéro. Et on va le mettre. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'être sur ce plateau. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35. Bye bye.